Bonsoir. Je remercie le docteur Benatar et ses collaborateurs de m'avoir invité à vous parler des activités liées à la création artistique de notre fondation, de la Fondation Recherche et Formation pour l'enseignement du malade. Je vais faire un peu rapidement parce que je vois que l'heure est un peu tardive. Voilà. Celui-ci. Tous les deux, d'accord. Donc, dans notre fondation, il y a deux ateliers liés à la création artistique. Un est un atelier de peinture et l'autre est un atelier lié au théâtre, qui s'appelle le théâtre du vécu. Ce soir, je ne parlerai que du théâtre du vécu. Le théâtre du vécu, donc, les deux ateliers d'ailleurs se réfèrent à quel type de population. Comme vous voyez, en majorité à des patients avec une maladie chronique, mais aussi à des soignants, à des adultes qui traversent une période difficile et d'autres qui s'intéressent simplement à l'expression artistique. Ce sont des ateliers donc, qui sont hétérogènes et qui créent, grâce à cette variété de participants, une dynamique très intéressante. Et il y a des artistes professionnels qui s'occupent de toute la partie artistique. En quoi consiste le théâtre du vécu? Il consiste en... on va voir en quoi ça consiste. En tout cas, il a été créé par un médecin et un metteur en scène. Jean-Philippe Assal, qui avait déjà créé dans son unité de soins l'éducation thérapeutique, mais qui voulait donner l'occasion à ses patients de s'exprimer d'une manière plus profonde de leur vécu et aussi qu'ils puissent découvrir en eux des ressources personnelles que seulement l'expérience créatrice pouvait donner. Et Marcos Malavia, le metteur en scène, avait montré qui est un grand metteur en scène, qui a fondé aussi une école de théâtre en Bolivie, disait que le théâtre est vraiment le lieu où on parle de l'homme et de ses conflits et de sa vie intérieure. Et donc, il pouvait tenter cette expérience. Mais en quoi ça consiste-t-il? Il s'agit d'un travail de 3 jours. Le premier jour, on écrit. Les participants écrivent. Le deuxième jour, ils mettent en scène ce qu'ils ont écrit, une histoire vécue. Alors nous allons un peu voir de plus près ce processus qui dure 3 jours. Donc chaque participant, le premier jour, écrit un texte sur un fait marquant de sa vie. Et là, il est immergé dans l'obscurité et il se trouve tout seul devant sa vie, son vécu d'une vie, et il doit choisir ce qu'il va raconter. Et c'est très difficile parce que finalement, il est immergé un peu dans le désordre du vécu et il doit trouver un fil conducteur pour donner une linéarité à son récit. Et
pour qu'il soit compréhensible, communicable. Et le deuxième jour, chaque participant, l'un après l'autre, met en scène l'histoire qu'il a écrite. On le voit là, à côté du metteur en scène, et qui l'aide d'ailleurs à trouver des solutions de type théâtral, parce que souvent, il y a des participants qui n'ont pas été au théâtre, jamais, et qui n'ont pas d'idées, mais le metteur en scène va suggérer des possibilités. Il doit aussi trouver derrière le texte, derrière les mots, ce qui se cache pour faire découvrir d'autres aspects qui sont liés au fond à un vécu qui a été exprimé des fois d'une manière sommaire, parce que finalement les participants ne sont pas des écrivains. Et donc le metteur en scène doit aider à révéler la richesse d'un texte et ce qu'il se cache. Voilà que c'est quand même celui qui est l'auteur du texte qui doit diriger, qui doit être le responsable de la mise en scène. Même s'il a ses suggestions, c'est lui qui doit décider laquelle est la bonne. Et il dirige deux acteurs professionnels qui arrivent à ce moment-là et qui vont interpréter sur scène l'histoire. On voit ici que le metteur en scène et les acteurs interrogent l'auteur pour creuser toutes les significations du texte, pour trouver aussi un sens général au texte. Et donc, quand la mise en scène commence, elle amène le participant dans le processus de création artistique. Sur la scène, on doit, au fond, construire une œuvre. Comme en peinture, on doit construire un tableau. Et l'auteur, là on voit l'auteur, qui donne des directives, qui essaye, transforme cette construction. Sur scène, l'œuvre se défait, se transforme selon les choix successifs de l'auteur, qui semble redécouvrir son texte à mesure que se construit sa pièce. Et c'est intéressant parce que chaque fois que l'œuvre prend une forme, cette forme est un point de vue sur le vécu. Et chaque fois qu'il y a une variante, voilà qu'il y a un changement de point de vue. Et donc, l'auteur est amené, le participant est amené à voir sa vie de différentes manières. Il en acquiert une conscience qui est très mobile et ça l'ouvre d'ailleurs à des possibles qui sont liés à une situation qui souvent est figée. Et il a cette impression qu'il peut la changer, il peut avoir différents points de vue. Et puis, il est aidé naturellement dans tout cela par les professionnels du théâtre qui l'aident à construire quelque chose qui lui correspond, mais dans lequel il découvre quelque chose. Parce que l'idée est celle-là, de l'amener à voir autrement sa vie, parce que souvent les participants amènent des faits douloureux de leur vie. Quand on est comme ça immergé longtemps, parce que ça dure une journée quand même l'écriture avec des phases différentes, finalement on pénètre en soi. D'ailleurs même les peintres et les écrivains disent et créer, c'est exprimer ce qu'on a profondément en soi, c'est la vie intérieure qui émerge. Et finalement on découvre en soi beaucoup de larmes et ce sont ces larmes qui émergent. Et donc dans le théâtre du vécu, il faut qu'on découvre que ces larmes ont un sens et qu'on peut aussi les dépasser, les voir avec distance, les voir autrement et aller de l'avant. Voilà, ici, le troisième jour, il y a une représentation de toutes les pièces l'une après l'autre et il y a là des histoires qui se succèdent et comme souvent ces histoires
ou disons en tout cas notre style, le style de metteur en scène, des metteurs en scène que nous choisissons, amène les histoires sur des plans symboliques. Il n'y a pas d'anecdote, mais facilement l'histoire acquiert une poésie et devient symbolique, et donc acquiert une dimension universelle. Et donc on se reconnaît un peu dans toutes les histoires qui parlent finalement de naissance, de mort, d'abandon, de maladie, et il y a comme une espèce de fresque des souffrances de l'humanité, de la condition humaine. Et il y a donc quelque chose d'une expérience très profonde. Alors, maintenant, je voulais très rapidement amener un exemple. Et il y a là un exemple d'une pièce qui a été créée tout au début de ces théâtres du vécu, c'était en 2003. Et il y avait une patiente qui imagine un dialogue avec la glycémie. C'est une patiente qui se soigne très mal, qui est très malade, et Jean-Philippe lui conseille de faire l'expérience du théâtre du vécu. Et elle imagine un dialogue avec sa glycémie. Et donc, la glycémie lui dit, tu as de nouveau trop de sucre. Et l'autre, Anne, lui dit, tais-toi, tu n'es qu'un chiffre, tu n'es rien d'autre qu'un chiffre. Et la glycémie dit, je suis témoin de ton stress, de ta fatigue qui t'amène du sucre. Je suis une partie de toi. Je suis une petite partie de toi. Et finalement, la glycémie dit, nous devons vivre ensemble. Et Anne commence à dire, peut-être c'est vrai, nous devons vivre ensemble. Et si on allait faire une promenade ensemble, allons-y. Et là, dans ces différentes images, on voit que il y a donc les acteurs qui proposent, elle qui n'accepte pas, différentes tentatives de mouvement, et même le metteur en scène à la fin propose quelque chose, mais au fond, elle prend en main la situation. Donc on a dit que l'auteur est toujours le metteur en scène qui décide. Et donc Anne propose que les deux actrices marchent ensemble de plus en plus proches pour donner lieu à un processus de réunion des deux identités. Et effectivement, il y a ce mouvement circulaire qui fait que les deux se resserrent. Et nous devons apprendre à vivre ensemble. Voilà, ici, on voit la fin de la première partie. Et elle a quelque chose de tranquille, l'auteur, hein, et comme une espèce d'apaisement. Mais en fond, on doit continuer. Et pour la fin de la promenade et du dialogue, Anne suggère un mouvement vertical vers le haut. Et elle est très participative, hein, elle va presque sur la scène. Et les deux acteurs, les deux actrices s'exécutent. Et la glycémie dit, tu souffres beaucoup parfois. Et Anne, oui, mais j'ai réalisé que la souffrance rend l'homme plus mûr. Et le diabète peut être un défi qui te pousse plus loin, plus haut. Et il y a donc ce mouvement vers le haut qui continue, hein, et qui, à la fin, va vraiment très haut. Il y a cette image, ce sont des images qui restent dans la mémoire après, hein, parce que une chose, c'est de le dire. Oui, c'est un défi, la maladie, qui peut être une stimulation, peut être pour dépasser et aller plus haut. Mais finalement, ce sont des images là qui se fixent dans la mémoire et qui reviennent et qui sont quelque chose qui entre dans la vie des participants, disent-ils, hein, parce que nous les voyons aussi après l'expérience. Voilà. Et puis il y a une chose, il y a toujours les autres qui sont autour. Et
cette aventure individuelle est vécue collectivement. C'est très important, la présence des autres. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on est là et on aimerait donner plein d'idées, de solutions, parce on trouve qu'on a de très bonnes idées, mais on ne peut rien dire, il faut rester là. Et celui qui est dans la mise en scène a dit qu'elle sent la respiration, l'énergie qui vient de ceux qui sont là et qui partagent. C'est vraiment une expérience collective. Et puis, le troisième jour, il y a la représentation finale de toutes les pièces. Et voilà que, alors, tout à coup, moi je mis sous forme d'image comme ça, mais il y a de nouveau tout qui défile. Hein, et alors, on voit ce cheminement quand même, qui est impressionnant pour la personne qui revoit son expérience. Et donc, là, je trouve qu'à travers cet exemple, on peut voir comme souvent la souffrance peut devenir une aventure de vie dans laquelle on pense que c'est une aventure qui peut produire d'autres aventures et quelque chose de plus grand qui enrichit la vie. En tout cas, il y a une réconciliation avec soi, mais il y a aussi un rééquilibrage et un défi pour aller plus loin. Voilà, donc après, il y a toujours un désir d'être ensemble, puisque le groupe s'est constitué. Et là, j'ai un petit exemple de table ronde qui sont le long du théâtre du vécu, parce qu'il y a toujours une expression qui est partagée ensemble. Et à la fin, il y a vraiment une grande intensité relationnelle. Donc on peut dire que la création réactive, la force vitale, relève des ressources personnelles, parce que les gens sont très impressionnés par ce qu'elles ont pu produire. Elles sentent que c'est elles qui ont... les personnes sentent que ce sont elles qui ont produit cette belle pièce, parce que la présence des artistes professionnels fait que la pièce finale est toujours très belle. Et il y a la musique, il y a des jeux de lumière, il y a un technicien aussi de son et lumière. Et c'est une perle qui sort. Et ils disent, je ne pensais pas que je pouvais faire une chose comme ça, et si belle. Je ne pensais pas que je savais écrire, que je savais mettre en scène. Et ça produit vraiment des nouvelles consciences de ce qu'on peut faire, de ces ressources internes, hein, renforce l'estime de soi à ce moment-là et amène une nouvelle conscience de soi, favorise les liens sociaux. Et naturellement, c'est sous certaines conditions. Les animateurs sont des artistes professionnels, c'est dans le respect aussi de la personne qui a écrit quelque chose. C'est très précieux, ça doit être traité d'une manière très professionnelle. Et le cadre est longuement préparé pour qu'il soit adéquat à l'accueil, l'accompagnement et la protection de cette expérience profonde, aussi intime que collective. Maintenant, je voulais montrer que ce n'est pas un petit jeu qu'on fait à Genève, mais c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup de lieux. Déjà en Suisse, plusieurs endroits, mais en France, à Paris, avec le professeur Grimaldi, qui est connu par beaucoup de personnes, en Italie. Maintenant, le livre est traduit aussi en italien, le livre sur le théâtre du vécu. Attendez, oui, à Kaunas, etc. Voilà, j'ai l'exemple aussi. Donc en Suisse, c'est l'hôpital universitaire, l'hospice général,
Et ça se fait très souvent, donc. En Suisse aussi, la Chaux-de-Fonds, pour ceux qui connaissent le docteur Giovannini, Grimaldi à Paris, Luciano Carboni à Cagliari. À Madagascar, ils le font très très souvent au Madagascar, et ils disent qu'ils ont trouvé un nouveau sens, les soignants, un nouveau sens à leur travail, parce qu'ils ont un autre rapport avec les patients. En Lituanie, là aussi, il y a une personne qui s'occupe de théâtre, un médecin qui s'occupe de théâtre vécu, elle le fait ils le font tous les 2 mois, et eux, ils veulent aussi le diffuser dans leur congrès, ils en parlent, et là, il y a les participants, artistes, médecins, qui parlent de leur expérience dans les congrès. Et ici, au Chili, ce médecin, Julie Pélican, elle est connue peut-être par certains aussi, elle fait avec les familles, les parents des enfants diabétiques. Et elle a voulu que je fasse aussi un atelier de peinture, et c'était vraiment un grand succès, je dois dire, l'un et l'autre. Et voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais découvert depuis peu le théâtre du vécu, mais d'une manière très technicienne, et en fin de compte, j'apprécie énormément votre présentation qui est très proche du vécu, et très proche aussi d'un petit peu de ce que j'ai fait, puis y compris de ce que nous faisons avec ma collègue, où on fait tout pour que nos patients soient acteurs d'eux-mêmes. Et c'est vrai que je pense qu'on va peut-être essayer de créer des petites choses peut-être plus simplissimes comme ceci, parce qu'ils demandent à participer et de connaître d'autres personnes. Et je pense que le théâtre peut être une bonne activité. Et en même temps, je trouve aussi très intéressant de voir qu'en étant acteur, donc le métier, entre guillemets, ils apprennent à devenir qu'ils sont acteurs d'eux-mêmes et apprennent à être une personne. Et je trouve ça très intéressant et je trouve une très grande ouverture. Et d'un autre côté, je suis en train de me dire que les patients sont... On pense que le savoir, c'est le médecin et l'infirmière ou le soignant. Et je me demande si le savoir, en fin de compte, c'est pas le patient. Et je suis en train de me dire que c'est... Enfin, j'apprends et je confirme maintenant, ça me confirme dans ce que j'ai toujours dit, c'est le savoir de chacun qui fait qu'avant tout, on avance sur un autre savoir et qu'on évolue dans le temps. Et c'est ça que, pour moi, est une base de mon métier. Et je trouve ça dommage que, tant mieux qu'éducation thérapeutique existe, mais je trouve ça dommage qu'on n'apprenne pas ça en base et qu'on revoie réellement la façon de soigner, quel que soit le métier. Et je pense que l'artisanat, moi je suis issue d'un papa qui était ouvrier et d'une arrière-petite-fille d'un maréchal Ferrand. Ils m'ont toujours dit que c'était plutôt le métal qui travaillait. Le jour où le métal te dit quoi faire et que tu l'as en main, tu as réussi ton outil. Et je pense que c'est ça. Voilà. Et je pense qu'avant tout, c'est l'artisanat de chacun. Oui, c'est très beau ça, l'idée que c'est le métal qui te parle. D'ailleurs, il y a, je pense, un dialogue entre celui qui crée et l'œuvre qui est en train de se créer, et laquelle acquiert une personnalité elle-même et s'oppose. Résistance, il y a une confrontation. S'affirmer, mais l'autre s'affirme aussi, et c'est dans cette confrontation que finalement l'œuvre se crée. Et voilà. Oui, et. Bien, je ne vais pas prolonger. Maintenant, l'idée que soi-même, on devient acteur, c'est sûr qu'il y a des thérapies comme ça. Mais il y a aussi une très belle expérience d'être maître de l'espace. Parce qu'il y a des malades qui ne sont passifs et qui sont à la traîne, et là tout à coup découvrent que bon, j'ai toutes ces personnes qui, maintenant je manœuvre moi, et j'ai un espace que je maîtrise.
Et c'est une expérience nouvelle pour beaucoup, hein, et voilà, qui est porteuse d'autres choses peut-être. Oui. Pour nous, cette journée dans votre groupe a été une expérience de partage admirable. Et je dois dire que ce qui se fait ici, dans cette chère ville, est un phare dans la médecine. Parce qu'il y a très très peu de centres qui essayent d'aborder globalement l'hétérogénéité de nos sociétés avec des discussions de groupe où il y a de la place pour tout le monde et où il y a une patience et une empathie entre discutants qui est admirable. C'est une des premières fois où j'ai perçu que les patients avaient une place sérieuse, participative, que leurs avis étaient pris en compte. Et cet après-midi, par exemple, cet après-midi, je ne savais pas qui parlait, mais j'ai repéré quelques représentations, quelques déclarations d'une profondeur extraordinaire. Et elles venaient de qui? Des patients. Alors, est-ce que j'écouterais moins bien ce que disent les soignants? Non. Mais il y avait plus d'originalité, plus d'authenticité dans les paroles des patients, et ça ne peut que d'être des petits diamants pour développer une approche. Moi, j'ai horreur de ce terme citoyenne, parce que comme citoyenne, il vaudrait mieux parler des abeilles, n'est-ce pas? Or, les abeilles sont citoyennes, tu parles, elles obéissent au doigt et à l'œil à la reine. Donc, et puis si elles ne suivent pas les ordres d'en haut, elles se font manger par les autres, par les policières des abeilles. Alors, il y a cette dimension citoyenne qui est en train de naître par cette belle équipe d'ici. Et je dois dire que ce que vous faites, Jean-Michel Bellaour, c'est un modèle du genre. Alors voilà ma conclusion, admiratif et remerciante de votre courage, votre souplesse et de cette... Vous me faites percevoir comme un tissu tissé à la main avec de la laine de mouton, filé à la main aussi. On est dans le vrai ici, et dans le beau, et dans le social. Merci beaucoup. Je donne un petit point d'information. Jean-Philippe Assal faisait allusion à un diplôme universitaire de l'art du soin qui a été initié par la Maison de la médecine et de la culture, qui s'est déroulé effectivement aujourd'hui toute la journée et auquel nos 4 amis ont participé. Voilà, il faisait allusion à cet événement. Jean-Michel, pour terminer, Moi, je voulais juste dire aussi qu'on a vécu quelque chose de l'ordre de la relation
intergroupal, parce qu'on a reçu vraiment cette équipe vraiment comme un groupe hétérogène, mais qui s'entendait très très bien. Donc avec un cinéaste, une historienne de l'art, un médecin et un patient. Et donc, je voulais faire monter sur l'estrade le groupe, l'équipe donc de la Maison de la Médecine et de la Culture. Lisa, tu as ta place. Michel, quand même. Ah, Michel, c'est obligé. C'est pour dire la force du groupe et pour essayer de répondre à cette demande de faire passer des messages. Pour que le message passe, il faut que ça passe partout, de façon systémique. Donc c'est l'idée qu'on a d'essayer d'étendre cette communauté du soin, en fait. Voilà. Eh bien, bonne soirée.